Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Constant de Skitre. Salut Constant, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Xavier. Du coup, moi je suis ingénieur data. Je travaille dans la data depuis quelques années maintenant. Je suis indépendant aussi et depuis quelques années maintenant, j'ai entrepris une quête de recherche de l'équilibre vie pro vie perso. Et du coup, pour moi, c'est passé par le full remote. Et donc, Okay. C'est un peu pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Et j'ai aussi des projets de création d'entreprise autour du remote, comme télétravail.guru, du coup, qui est un job board sur la thématique du remote. Est-ce que tu peux nous préciser en deux secondes, rapidement, ce que c'est que ingénieur data ? Parce que je suis pas sûr que tout le monde ait bien en tête ce que c'est. C'est une branche de l'ingénierie informatique, mais spécialisée dans le traitement de gros volumes de données. Donc typiquement, quand tu as une banque, par exemple, tu as beaucoup de volumes de transactions bancaires, donc tu as des outils spécifiques à utiliser, qui ne sont pas les mêmes que quand tu fais un site ou une application web. Ok. Et donc oui, le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est que ton parcours est intéressant, parce que ce que tu disais dans ton intro, c'est qu'en fait, tu étais en recherche d'un meilleur équilibre pro-perso, et que du coup, tu t'es dit, en fait, j'ai bien envie de passer sur un travail en full remote. Et en fait, ce dont on va parler dans le podcast, c'est toutes les étapes que tu as mis en place pour pouvoir y accéder, en fait. Parce qu'en fait, tu as pris un peu le problème à l'envers, tu as fait un peu du reverse engineering, si on veut. Te dire, ok, si je veux avoir un boulot en full remote, il me faut ça comme compétence, et du coup, tu as bossé pour les acquérir, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. Si tu veux, je me suis retrouvé dans une situation où, un peu comme plein de gens, je travaillais en société de service, j'avais 45 minutes de trajet le matin et le soir, et puis j'avais quand même envie d'habiter à la campagne, et clairement ça matchait pas avec ce que j'avais envie de faire, enfin avec ce que je faisais actuellement plutôt. Donc j'ai, comme t'as dit, j'ai préparé étape par étape un plan. Que j'ai essayé de tenir. Bon, après j'ai eu quelques moments de déclic qui m'ont fait passer du côté remote. Par exemple, un jour où je rentrais du taf, il avait neigé et j'ai mis 2 heures à rentrer chez moi, et le lendemain j'ai dû revenir comme si de rien n'était, alors que j'avais perdu 2 heures de ma soirée, j'étais comme un fou. Tu vois, il y avait aussi quand il y a eu le début du Covid, mon employeur nous avait demandé au début, vu que tous les consultants doivent rentrer de chez le client, il faut tous revenir au bureau. Et puis on s'était dit, c'est bizarre quand même, il y a le Covid et on doit tous se paquer dans les bureaux à plein alors qu'il n'y a pas assez de place. Et c'est des trucs qui m'ont fait un peu un déclic de me dire, mais en fait, mon employeur, il respecte pas du tout mon temps libre et ma vie perso, quoi. Il s'en fout un peu. Donc c'est ça qui m'a fait entamer cette recherche. Ok, du coup, c'était à peu près au début du Covid, quoi, c'est ça, à peu près à cette période-là ? C'est-à-dire il y a 2 ans, 3 ans ? Ouais, 2-3 ans, un peu avant le Covid, ça me tracassait déjà, et puis le Covid, ça a accéléré les choses. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as identifié comme compétences à débloquer ? Enfin, je le vois un peu comme un jeu vidéo, c'est ta liste de compétences à débloquer pour pouvoir accéder au taf en full remote. Alors déjà, il faut dire que tu es en full remote actuellement. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour identifier les bonnes compétences et comment est-ce que tu as fait pour les débloquer et puis accéder au boulot finalement ? C'était un peu un pari aussi, parce que il commençait à y avoir quand même de plus en plus de gens qui parlaient du remote sur internet, tu trouvais beaucoup plus de sources, ça commençait à être un petit peu démocratisé, même si ça reste de niche, quoi. Donc j'étais tombé par exemple sur un gars qui expliquait que alors lui son objectif c'était d'être millionnaire, donc lui il misait sur la tech, une spécialisation, du full remote, un gros taux journalier, et puis en faisant ça sur 10 ans il se retrouvait millionnaire parce qu'il allait vivre dans un pays où le coût de la vie était faible. Moi c'était pas ma vision, mais je suis parti un peu de ce raisonnement là où je me suis dit je vais continuer ma spécialisation dans le monde de la data.
pour avoir un peu des compétences recherchées. J'ai commencé à me perfectionner, j'ai fait des projets à côté autour de certaines technologies pour avoir un portfolio, quelque chose à montrer en entretien. J'ai aussi taffé mon anglais Ok. pour faire les entretiens, parce que à ce moment-là, je me suis dit ça sera plus facile de trouver en anglais. Donc j'ai commencé à taffer ça, et puis j'ai commencé à faire des entretiens. Ok. Et alors est-ce que c'était du mouvement Fire dont tu t'es inspiré? Je sais pas si tu connais ce mouvement plutôt anglophone sur Reddit pas mal. Ouais, ça fait vraiment partie de ma démarche. C'est des choses qui m'ont influencé sans doute. Après, moi, j'aimais pas cette idée de trimer toute sa vie pour, enfin, même si c'est eux, ils arrivent à faire des périodes plus ou moins longues, quoi. Mais cette idée de Ouais. trimer pendant une période et de tout donner pour se mettre à l'abri après, je trouvais ça un peu risqué. Il y a des accidents de la vie, des choses comme ça, donc ça me plaisait pas trop. Mais j'ai Ouais, un c'est ça. En peu, fait, ouais, remixé à ma sauce, quoi. Fire, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, pour ceux qui savent pas, c'est l'idée de dire, voilà, en fait, j'ai besoin d'être indépendant financièrement. Donc il y a plusieurs mouvements. Il y a le Fat Fire où quelqu'un veut devenir vraiment vraiment riche. T'as le Lean Fire où en fait je veux être indépendant financièrement mais avec le minimum vital. Donc il y a plusieurs mouvements, mais en gros le mouvement Fire c'est vraiment je vais essayer de planifier ma vie sur les 10 ou 20 ans qui arrivent en mettant un objectif clair. Par exemple, je suis indépendant financièrement à 40 ans ou à la retraite à 40 ans et du coup qu'est-ce que je dois faire pour arriver à cet objectif-là. Et du coup les gens définissent par exemple qu'ils ont besoin de 3 millions et du coup ils se disent, voilà, de 20 à 40, je vais bosser comme un chien, mais je vais récupérer mes 3 millions. Et après, ça veut dire que je suis à la retraite à 40 ans et que du coup, de 40 à 80, 90 ans, j'ai plus besoin de travailler, quoi. C'est ça l'idée, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu la même démarche, j'avais pas pensé, mais c'est un peu la même démarche que ce que toi t'as fait, en fait. Ouais, c'est clairement quelque chose qui m'a inspiré, mais comme je te le disais, c'était l'idée de tout miser. Je trouve que c'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier, de miser à fond sur Ouais. sa force de travail pendant très peu de temps, et bon, ça m'intéressait pas trop parce que j'avais quand même cette recherche de l'équilibre vie pro vie perso. Donc, Ouais. mais je me suis inspiré de ça hein, carrément. En Ok. plus, parce que c'est une communauté qui est quand même très organisée, il y a plein de ressources, il y a plein de choses, donc on peut quand même, Ouais. on peut vraiment s'inspirer de ce qu'ils font, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Euh, du coup, est-ce que typiquement le job que tu fais actuellement, donc ingénieur data, est-ce que c'est des compétences que t'as acquis, euh, suite à cette réflexion-là? Tu faisais pas ça avant? Je commençais. J'étais au début et puis du coup c'est ça qui m'a confirmé en fait qu'il fallait bien que je continue à me perfectionner là-dedans et je travaillais. C'est un domaine qui est quand même plutôt changeant. Il y a plein de nouvelles technos qui arrivent régulièrement. Ouais. Donc je me suis dit bah ok je mise là-dessus et je pars là-dessus. C'est cool aussi parce que au niveau des rémunérations on peut avoir des salaires du moins en France c'est pas trop le cas aux États-Unis mais on peut avoir des salaires vachement plus attractifs parce que c'est très très pénurique, c'est encore plus pénurique que le dev. Ok. Et comme il y a beaucoup de technologies, c'est vachement rare de trouver la bonne personne avec le bon profil. Donc il y avait cet intérêt, tu vois, c'était plus facile en fait d'aller chercher des gros salaires Ah, ok, donc tu avais sur ce identifié poste-là. le job de ingénieur data comme étant bien payé et très demandé, et du coup tu t'es dit avec ce truc-là, j'arriverai facilement à avoir un mode de travail qui me permettra de pas travailler à fond et d'être payé suffisamment pour avoir une vie perso riche, quoi, enfin, ou suffisante. C'est ça. C'est Ok. à peu près ça. Après, bon, tu vois, le salaire, on n'est pas non plus, c'est pas radicalement différent des ingé dev, mais je trouvais que c'était une place un peu plus tranquille pour des sujets qui m'intéressaient un peu plus aussi, où je me sentais capable de le faire un peu plus sur du long terme avant de m'ennuyer, quoi. Tu peux nous donner une fourchette pour avoir une idée? Je sais qu'un dev en freelance, c'est à peu près payé entre, on va dire, 300 un junior et 600-700 un senior, voire plus si tu es consultant. Est-ce qu'un ingénieur data, c'est vraiment beaucoup au-dessus ou c'est à peu près, c'est juste un poil au-dessus? Bah moi j'ai la première mission que j'ai fait en junior, je l'ai commencé à 425 Ok. et il y avait plusieurs niveaux de sous-traitance et tout, donc je pense que je devais déjà être revendu pas mal plus cher. Et l'idée c'est que le data ingénieur, il a ce côté un peu, si tu te débrouilles bien, tu peux être un peu one man army. Donc les taux journaliers, ils peuvent monter sur plusieurs milliers d'euros Ok.
sans problème. Ok. Donc tu Ouais. vois, c'est pour ça. Alors moi je suis pas hyper je me débrouille quoi, mais je suis pas one man army quoi, mais du coup j'ai un TJ je pense plus important que ce que j'aurais en tant que dev, ouais. Ouais, commencer à 420, c'est pas mal. Effectivement, tu gagnes au moins plusieurs années, je pense, à commencer à 420. Ouais, Euh, c'était un peu ça le calcul quoi. ok, intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour te former? Est-ce que t'as mis en place des side projects? T'as fait des projets perso pour monter un portfolio à côté? Ouais, c'est ça, j'ai fait des projets perso. Alors moi j'étais passionné de veille, donc j'ai fait des outils pour gérer ma veille documentaire. J'ai un copain qui lui aussi est intéressé par ce sujet, et puis on avançait sur ce projet un petit peu. On a essayé d'en faire une boîte à un moment, ça n'a pas marché, mais Ok, du coup, ce projet me servait en fait comme introduction, expliquer un peu ce que j'avais fait, ce que j'étais capable de faire. Ça permettait ok. un peu de montrer mon sérieux, mon investissement, quoi. Et du coup, tu faisais ça à côté de ton boulot. Donc pour le coup, tu étais en recherche de plus de vie perso. Et en fait, pendant une petite période, tu t'es quand même dit, bon, là, je fais mon side project en plus de ma vie pro. Donc du coup, tu devais avoir une vie bien remplie, quoi. Au début, j'ai fait ça, et puis quand on a commencé à avoir comme objectif d'en faire une entreprise, du coup, on a décidé enfin, tu sais, quand tu es auto-entrepreneur, il y a des histoires de plafond, des choses comme ça que tu dépasses, Ouais. et donc ça devient moins intéressant de continuer à travailler. Donc, on a profité de ça pour se donner du temps et essayer de travailler là-dessus, et en même temps de travailler sur ma quête de full remote, d'indépendance et tout. Donc, Ok. disons que le hasard du calendrier a fait que j'ai pu passer du temps là-dessus sans trop dégrader ma qualité de vie, quoi. Ok. Ok. Et donc du coup, compétences pro. Tu parlais aussi de l'anglais pour aller chercher des boulots aux États-Unis, c'est ce que tu disais. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu as bossé aussi en Ouais, parallèle? ouais, disons que j'ai bossé, j'ai recommencé à lire beaucoup de docs. C'était plus un anglais technique dont j'avais besoin. Donc ça Ok. passait par reprendre un effort de veille en anglais, après regarder tout plein de séries, des choses comme ça aussi pour entendre de l'anglais, être plus sensible quoi. Je partais pas Ouais. de zéro quoi, même à l'école j'avais pas un niveau ridicule quoi, mais c'est plus il y a quand même un pas à franchir quand tu te dis tu vas travailler toute la journée en anglais à distance, donc t'as pas les interactions, les petits signes physiques quand quelqu'un comprend pas ou ce que tu essayes de Ouais. dire. Donc c'est un petit peu plus dur, ça fait un peu plus mal à la tête à la fin de la journée, quoi. Ouais. Ouais. Pour l'avoir vécu, moi j'ai vécu euh, un an et quelques à San Francisco. Et à l'époque, quand moi je suis arrivé, je bossais, enfin je lisais de la doc sans problème, j'arrivais à suivre des conférences en anglais sans problème, des séries sans sous-titres et tout ça. Par contre, quand tu commences à devoir parler et interagir, c'est pas la même chose. Et puis en plus, quand c'est des relations informelles où il fait parler d'un petit peu de tout, tu te rends compte qu'en fait, bah, il y a du taf quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir bosser au Ouais, c'est quotidien avec ça. quelqu'un, il y a vraiment du travail quoi. Exactement. Moi, ma première chef, du coup, n'était pas française d'origine, donc elle avait appris le français. Et elle m'avait expliqué, parce que des fois, on avait l'occasion de parler un peu anglais ou d'écrire de l'anglais. Et elle m'avait expliqué que, au début, c'est vachement difficile parce que quand tu parles une autre langue, bah, t'es un peu bête parce que t'arrives pas à formuler une pensée Ouais. complexe. Et du coup, c'est dur à vivre. Tu te sens un peu prisonnier de cette situation. Ah, j'aimerais dire ce truc hyper intéressant, mais j'arrive pas à le formuler. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est j'arrive à lire. Le deuxième, c'est j'arrive à lire, à écouter et à balancer quelques idées. Après, j'arrive à tenir une conversation. Et après, j'arrive à tenir une conversation très technique avec de la nuance, quoi, ou une argumentation typiquement. Ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à faire. Ouais, exactement. Et du coup, alors, t'as trouvé un boulot en France finalement. T'as pas trouvé un boulot aux US, justement parce que t'avais ces problèmes enfin, t'avais cette petite appréhension de parler anglais au quotidien. Bah, j'avais fait des recherches un peu de partout, mais c'est vrai que les entretiens se passaient pas hyper bien, ceux que j'avais fait. Je pense que si j'avais continué à chercher, j'aurais sans doute fini par trouver, hein. Mais c'est que je suis tombé sur une opportunité d'une boîte française
qui à la base cherchaient un freelance, et puis j'ai fait tout l'entretien avec eux. Ça se passait en français et tout, mais ils demandaient quand même d'écrire en anglais, des choses comme ça, quoi. Puis il y avait cette volonté d'aller à peu près à l'international, donc c'était pas non plus inutile ce que j'avais fait. Et puis je fais tout l'entretien, et puis la manager qui voulait me recruter, elle me dit bah moi je veux bien te recruter, mais pas en freelance. Tu sais pas, en gros je savais pas faire assez de choses dont elle avait besoin. Mais elle m'a dit j'ai envie de travailler avec toi sur le long terme, quoi. Donc bon, je lui ai dit écoute, on continue le process, et puis je réfléchis en même temps si ça me convient de repasser en CDI, parce que bon, j'étais parti j'avais quand même des raisons de quitter le CDI, donc je me suis dit est-ce que c'est pertinent de revenir dessus et tout. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit en fait mon plan il était pas si bien que ça. Si je veux m'acheter une maison, c'est à la campagne, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un CDI. Ouais. Donc en y réfléchissant, et puis c'est vrai que le feeling était bien passé, je m'entendais bien avec cette dame, et du coup j'ai fini par dire oui, et je le regrette pas. Et du coup, est-ce que c'était une offre, l'offre à laquelle tu as répondu, est-ce que c'était une offre en full remote, ou est-ce que c'est toi qui es arrivé en disant je suis freelance et je suis en full remote? Alors moi c'est ça, à la base en fait on s'était contacté dans le cadre de la mission freelance, donc c'était explicité quoi, que moi je cherchais qu'une mission de freelance en full remote, et donc elle m'a dit bah est-ce que tu préfères un CDI en full remote? Donc mais pour full le coup remote, c'était quoi. explicité, et c'était un full remote sûr, parce qu'en plus la boîte était à Paris et moi à ce moment-là j'étais sur Lyon, donc c'était compliqué d'imaginer venir régulièrement, quoi. Ok. Et donc maintenant, ça fait plusieurs mois que tu travailles chez MangoPay, donc ça fait plusieurs mois maintenant que tu bosses chez eux. Et maintenant, tu leads une équipe de dev. Est-ce que les autres, ils sont en remote aussi? Est-ce que tout le monde est en full remote? Est-ce que c'est distribué ou est-ce que vous avez un fonctionnement hybride? Alors non, d'ailleurs typiquement, au début j'étais le seul en full remote. J'étais d'ailleurs on était très peu au moment où je suis arrivé chez MangoPay, on était très peu à être en full remote. Puis ils ont été plutôt satisfaits des recrutements qu'ils ont fait, donc ça s'est vachement démocratisé. Mais au début j'étais le seul, tous les autres étaient à Paris, et puis bah, c'était cool parce que c'était une boîte où je sais pas si c'était ma manager ou la boîte dans son ensemble, mais il y avait cette volonté de bien m'inclure, donc tout était en mode remote first, tout était toujours réunion à distance et des choses comme ça. Donc je me sentais très très inclus, et c'était hyper agréable de travailler comme ça. Et petit à petit, mes collègues ils ont commencé à venir un peu moins souvent. Là, en général, ils viennent un jour par semaine à peu près. Et Ok. j'avais le cas de ma manager qui est partie depuis, mais qui elle, à force de me voir en full remote, ça a fait germer une petite graine chez elle, et du coup elle est partie pendant plusieurs mois. Elle a fait un petit tour de France en tant que digital nomade. Ok. Ah, donc Et t'as prêché un peu la bonne parole, ou t'as montré par exemple peut-être dans la boîte. je sais pas, c'est vrai que ça se passait bien, et je pense qu'ils étaient aussi tous prêts, enfin tu vois que tu vois, ils étaient prêts à passer ce cap-là, donc c'était facile en fait, hein. Moi j'ai pas non plus j'ai C'est été c'est bien euh, accueilli dès le début, et puis ça marchait bien, quoi. c'est intéressant que tu te sois fait recruter en full remote en étant le premier, parce que souvent dans les entreprises, quand quelqu'un veut passer en full remote, typiquement, en disant voilà, on est déjà en hybride, souvent post-Covid, tu vois, on a souvent eu ce genre d'histoire sur le podcast. Post-Covid, les gens se disent bon voilà, là on a fait du confinement, ça marchait bien, donc maintenant bah moi en fait j'aimerais bien passer en full remote, l'hybride ça m'intéresse moins. Souvent les gens ou les managers te disent ouais mais tu sais si t'es tout seul en full remote ça va faire des jaloux, ça va être compliqué et tout ça. Et toi t'es arrivé dans une boîte direct en full remote alors que les gens étaient pas du tout en full remote. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des adaptations pour toi? Est-ce que les gens ont changé leur méthode de travail quand t'es arrivé? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes modes de communication et tout ça entre quelqu'un qui est en full remote et quelqu'un qui est en hybride quelques jours par semaine. Je suis arrivé pendant le Covid, euh, donc je pense que toutes ces étapes, tous ces essais de mise en place de logistique pour gérer du full remote, je pense qu'ils les avaient déjà fait un peu obligés à cause du Covid.
Et du coup, moi, je suis peut-être venu juste tester la robustesse de ce qu'ils avaient mis en place, quoi. Et au final, ça Ok. marchait assez bien. Je me souviens moi, j'ai jamais eu un onboarding aussi fluide qu'en arrivant là-bas. Alors que tous mes anciens onboarding, je les avais fait sur site et il y avait toujours des trucs qui marchaient pas et tout. Là, j'étais arrivé, tout était prêt, j'ai reçu mon ordi quelques jours avant de commencer. Enfin, tu vois, incroyable. Tu peux nous dire un peu justement ce qui a bien marché? Parce que c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu as trouvé qui était bien dans Bah, l'onboarding alors que tu étais en remote? en fait, c'est tous les outils, tous les accès, tous les comptes, tout avait été préparé. L'ordi, je l'ai reçu un petit peu avant. Euh, il me semble que j'avais reçu un petit planning de ce que j'allais faire les premiers jours, comment ça allait se passer et tout. Et puis du coup, bah ouais, après tu sais, t'as des réunions de formation, des choses comme ça. Et puis j'ai été très vite bien accueilli. Après, ce qui était cool, c'est que dans le processus de recrutement, la dernière étape, c'était aussi un petit call informel avec toute l'équipe où on se raconte un peu nos vies. Ouais. Du coup, j'avais l'impression d'arriver dans une équipe que je connaissais déjà un petit peu. Tu vois, ça, pour le coup, c'était Ok. franchement une bonne idée. D'ailleurs, j'y pense, mais le recrutement, il s'est fait sur place. T'as été à Paris pour le recrutement ou est-ce qu'il s'est fait à distance aussi? Non, tout s'est fait à distance. Ok. Ok. Intéressant. Ouais, je disais, c'est plutôt assez rare d'avoir un processus de recrutement entièrement à distance. Il y a toujours une petite journée qu'il faut aller passer là-bas ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, c'était compliqué comme on était en plein dans le Covid. Mais au final, comme nous, on a de toute façon des tests techniques, on doit débriefer, on a des moyens de tester à distance un peu les qualités humaines de la personne qu'on voit en entretien. Donc, c'est pas moi, c'est pas quelque chose que ça me paraît pas indispensable pour faire du recrutement de voir la personne sur site. Je suis totalement d'accord avec toi, évidemment. Qu'est-ce que tu donc du coup tu disais que ton équipe, l'équipe que tu leads notamment, il y a des gens qui sont en hybride, la plupart des gens sont en hybride, ils vont que un jour par semaine au bureau. Et toi donc t'es en full remote. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû ajuster quand t'es arrivé ou quand t'as pris le lead du truc? Voilà, un peu comment est-ce que vous organisez votre équipe, quoi. Bah en fait, nous on est vachement remote first, donc toutes nos réunions, tout ce qu'on va faire, ça va être fait comme si personne pouvait venir sur site, parce que de toute façon, moi je viens pas sur site. Ok, Donc et puis après, là où c'est intéressant, c'est que ça permet vachement de flexibilité, c'est-à-dire que même les gens, si un jour ils peuvent pas venir à leur jour sur site, bah ils viennent pas, puis c'est pas grave, hein, ça change pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que mon équipe en fait, elle apprécie vachement ce jour où ils se retrouvent tous pour discuter, ils passent des moments de convivialité, ils vont accueillir les nouveaux, ils vont au restaurant, des choses comme ça, quoi. ok. Ils apprécient aussi la flexibilité de bah, s'ils peuvent pas ce jour-là, ils viennent pas et puis c'est pas très grave, ou ils le décalent un autre jour. Et toi, ça te manque pas de justement d'aller au resto avec tes collègues le mardi midi, enfin tu vois des trucs comme ça, quoi. Alors moi, ce qui m'a pris un peu de temps, c'est quand tu es en full remote, il faut quand même que tu te gères, que tu passes pas juste ton temps à travailler. Donc moi j'ai pris l'habitude en fait de, bah, comme j'étais sur Lyon, j'allais manger avec des copains le midi sur Lyon, des choses comme ça. Tu vois, je trouve que c'est quand même Ok, intéressant de valoriser ce temps que tu acquiers, ce temps libre que tu peux profiter au mieux. Et c'est important de faire des choses et pas de rien faire. Tu vois, donc moi je faisais beaucoup d'escalade ou des choses comme ça pour m'occuper. Et au final, ça te manque pas, tu vois d'autres gens, tu vois pas forcément tes collègues. Après, on a toujours, nous, au notre quotidien, on a quand même, par exemple, une réunion par semaine où on prend un peu le temps tous les lundis de se raconter un peu ce qu'on a fait de notre week-end ou des choses comme ça, qui a voyagé où, qui est allé où, et puis tu crées du lien comme ça, quoi. ok. Et vous avez aussi, est-ce que vous avez des séminaires d'entreprise, du team building quelques fois par an, ce genre de choses ou pas du tout? Si, bah, typiquement, là, il y a une soirée de Noël qui arrive. Je sais pas, Ok, parce que comme, tu sais, comme je suis arrivé moi pendant le Covid, je sais pas si c'est prévu tous les ans normalement, mais j'ai l'impression qu'ils font plusieurs ouais, événements dans l'année où tout le monde peut venir, des choses comme ça. Ça c'est plus c'est au ok, sein de toute la ok, boîte et pas tellement au sein de l'équipe quoi. ok.
Ok, c'est intéressant. J'aime bien. Je trouve que c'est vachement intéressant ta démarche de un peu fire, c'est-à-dire de prendre le problème à l'envers et de dire ok, si je veux un boulot en full remote, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui cherchent un boulot en full remote. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont ta démarche un peu de prendre le problème à l'envers et de dire je liste les trucs dont j'ai besoin pour trouver le job parfait en full remote et je vais chercher les compétences, je vais chercher à acquérir les compétences et comme ça j'aurai un boulot. Bah, Si tu devais refaire la même chose, vas-y. après, j'allais dire que justement, il y a un truc qui m'a un peu poussé, tu vois. C'est que j'avais pas envie typiquement d'inquiéter mes parents de mon choix de vie qui était un peu bizarre et tout, d'aller à la campagne, de faire un métier dans la tech où normalement t'es dans la ville et toi d'aller tout seul à la campagne, des choses comme ça. Donc en fait c'était aussi une étape, enfin une façon de les rassurer, tu vois, de leur montrer que bah mon projet il était solide et que euh, bah ouais, et que je l'avais préparé et que je faisais étape par étape et puis moi-même, enfin tu vois, je suis adulte, j'ai pas besoin de la validation de mes parents, mais ça me rassurait aussi de savoir que eux, ça ne les inquiétait pas et que du coup, Ouais. c'était sans doute pas complètement idiot ce que j'étais en train de faire. Ouais, t'avais un espèce de plan de bataille un peu structuré en te disant, ouais, effectivement. Et tu t'étais mis une deadline ou est-ce que tu t'étais juste dit, voilà, il me faut tel truc, tel truc, tel truc, je vais bosser dessus et dès que je les ai, j'y vais, ou est-ce que tu t'es dit, j'ai un an pour le faire Non, j'avais pas du tout de deadline et c'est pour ça que du coup, le CDI m'a pris un peu de cours dans le sens où bah j'étais pas vraiment prêt encore pour la maison, tu vois, je savais c'était un truc c'était un objectif que j'avais, mais du coup ça s'est d'un coup rapproché, tu vois, je me suis dit ah ouais ok, donc là maintenant je peux commencer à chercher la maison d'ici 3 4 mois, c'est bon, je suis plus en période d'essai, je peux commencer à prendre un crédit quoi. Donc j'avais pas du tout chiffré, daté, des choses comme ça, je savais juste que c'était mon objectif et je faisais mes petites étapes pour y aller quoi. Ok. Du coup, j'ai une question. Alors, à la fin du podcast, je pose toujours la même question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, du coup, a pour projet de trouver un job en full remote? Et peut-être je vais rajouter une petite couche par-dessus. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu continues cette démarche? Est-ce que tu dis, voilà, maintenant, mon objet, est-ce que du coup, tu as un nouvel objectif en disant, je sais pas, par exemple, je veux un boulot en anglais, par exemple, je dis n'importe quoi, ou un boulot à l'international. Et du coup, est-ce que tu continues cette démarche d'apprendre des nouvelles compétences? Alors, bah du coup, je réponds dans le sens inverse. Ouais, c'est-à-dire que c'est un peu une quête sans fin, tu vois. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'aimerais réduire mon temps de travail. Pour le moment, j'essaye. Hein, là, je travaille 4 jours par semaine à peu près en moyenne, mais j'essaye de travailler encore un peu moins. Euh, et j'essaye aussi de pérenniser tout ça. Et pour moi, ça passe par l'entrepreneuriat. Je pense pas que ça. Au bout d'un moment, plus tes demandes elles sont exotiques, plus ça devient compliqué de trouver une entreprise qui accepte que tu travailles 3 jours par semaine, depuis n'importe où, en asynchrone, avec des horaires non Ouais. fixes. Ça fait peut-être trop. Donc pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui va me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Mais tu vois, encore une fois, j'ai pas de temps, j'ai pas de, je prends je fais petit pas par petit pas et puis je vois jusqu'où j'arrive. Ok. Et les conseils que je peux donner, bah, pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est pas idiot ce que j'ai fait de préparer son plan, ses étapes. Comme ça, on peut aussi saisir les opportunités. Tu vois, si on sait où on va, bah, on peut prendre de bonnes décisions. Donc, on prépare un petit peu le terrain. Je pense que dans tous les cas, c'est une démarche qui peut prendre un peu de temps parce que c'est quand même assez concurrentiel d'avoir un job en 100% télétravail, surtout maintenant que la vague du Covid euh, Ouais. elle commence un peu à baisser. Au final, les gens, enfin, le nombre d'offres commence à baisser et le nombre de gens qui veulent du remote ou au moins de l'hybride, bah, ça continue à être de plus en plus grand. Donc, c'est assez concurrentiel comme job. Donc, je pense que ça demandera toujours un peu de préparation. Ouais. Alors sur le fait de la difficulté de trouver un boulot en asynchrone avec des jours non fixes et tout ça, moi du coup avec le job board Remote FR là, je vois pas mal de passer d'offres françaises et anglo-saxonnes parce que je fais les deux. Et typiquement dans le domaine du Web 3, donc de la crypto, il y a beaucoup de travail comme ça en fait. C'est vraiment un secteur de l'économie numérique, on va dire ça comme ça, qui est très pro, asynchrone, remote first et tout ça.
Et donc c'est le petit tips du jour si tu veux si tu veux ou si vous voulez chercher un boulot dans ce style-là, c'est-à-dire asynchrone remote. Par contre, souvent c'est en anglais. Allez voir du côté des jobs crypto. En général, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est effectivement, c'est sans doute une bonne remarque. Mais je pense que ouais, tu vois ce que tu dis, l'importance de l'anglais pour ces emplois, même s'ils existent en français, hein, il y en a même pas mal. Il y a même des petites boîtes qui proposent ça et du coup qui sont assez difficiles à trouver parce qu'elles ont pas une visibilité et tout. Maintenant, il y a plein de boîtes qui sont prêtes à accepter ça. Elles sont juste un peu difficiles à trouver, mais c'est vrai qu'une fois que tu as l'anglais dans tes compétences, ça facilite un peu la recherche, je pense. Ouais, clairement. Et même pour, tu parlais d'entrepreneuriat, si tu veux faire de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Être capable de travailler en anglais, de prendre des calls en anglais, tout ça, moi, en tout cas pour moi, ça a débloqué beaucoup de choses. Donc, ok. Écoute, merci beaucoup Constant pour ce retour d'expérience. J'ai beaucoup aimé ta méthode de procéder, de réfléchir, c'était super intéressant. Et puis, est-ce qu'on peut te trouver quelque part en ligne? Est-ce que tu as un Twitter, un compte LinkedIn, ce genre de choses? J'ai un LinkedIn, ouais, sur lequel je suis plutôt actif. Enfin, un peu moins en ce moment, mais avant j'étais plutôt actif. Twitter, je suis pas très actif. Je suis plutôt, je regarde, je furte. Mais, mais ouais, si vous voulez me contacter sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Ok, bah je mettrai le LinkedIn dans la description du podcast. Ok. Merci beaucoup. Eh ben, je te souhaite une bonne après-midi. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.